Bonjour, bienvenue sur le direct du 22 mars où je continue ce que j'ai commencé, c'est-à-dire de lire le livre que j'avais écrit il y a quelques années sur l'assassinat de JFK. Je le fais parce que le contexte avec le fait que Trump rendre les dossiers restants accessibles, voilà, c'est un prétexte. Maintenant, comme je dis, le fait que l'administration Trump prétend vouloir complètement déclassifier les dossiers. Il ne faut pas en attendre grand-chose parce qu'en fait, ça remettrait tellement de l'État profond américain en cause que je ne vois pas Trump en réalité faire grand-chose avec ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je continue de lire, si vous voulez, le bouquin que j'ai écrit, et qui se base sur le travail d'autres personnes, parce que je pense que les informations les plus pertinentes, elles seront pas exposées dans la déclassification, si vous voulez, opérée par Trump. Voilà. Alors, je reprends. Alors, c'est la partie la plus intéressante là qu'on va lire. Parce qu'en fait, on va arriver effectivement sur les sujets. Enfin, la partie la plus intéressante, c'était peut-être aussi celle d'avant, avec les réseaux, notamment anglais. Mais celle-là, elle amène plus, si vous voulez, sur le côté israélien et le côté nucléaire. Donc voilà. Partie 12, assassinat des années 60 des antinucléaires militaires. Donc, outre la tentative d'assassinat sur De Gaulle, celle réussie sur Kennedy, le meurtre de Mattei dans les années 60, de nombreuses personnalités qui militaient contre le nucléaire militaire ont péri de manière diverse. Je pourrais relire cette phrase d'une autre manière. On pourrait dire, outre la tentative d'assassinat sur De Gaulle, celle réussie sur Kennedy, le meurtre de Mattei, dans les années 60, de nombreuses personnalités qui militaient contre le nucléaire militaire ont péri de manière diverse. Alors, ainsi, on peut reparler du vol 101 d'Air India reliant Bombay à Londres, qui s'est écrasé au Mont Blanc en France le 24 janvier 1966. Parmi les 106 passagers et les 11 membres d'équipage décédés, figurait le président de la Commission indienne de l'énergie atomique, Homi Jehangir Bhabha. Il devait se rendre à 2 conférences pour la non-prolifération nucléaire, dont une à Vienne et l'autre à Genève, et était fermement opposé au nucléaire militaire. Avec le Premier ministre indien Lal Bahadur Shastri, il militait pour la non-prolifération nucléaire à fins militaires, mais ce dernier, donc le Premier ministre, décéda brutalement d'une attaque cardiaque le 11 janvier 1966, soit 2 semaines avant. Donc pour le crash, un avion militaire italien impliqué dans les manœuvres de l'OTAN a également disparu ce jour-là, dans la même zone. L'enquête officielle qui conclut à une erreur de pilotage du pilote qui s'appelait Da Souza et qui avait été copilote sur un des voyages du pape. Donc l'enquête officielle ne mentionne en rien ce détail. J'ai un extrait Wikipédia. L'hypothèse d'une collision en vol avec un chasseur F-104G Starfighter de l'armée de l'air italienne, utilisé dans le cadre de manœuvres de l'OTAN, se fonde sur des témoignages anciens, notamment via le journaliste de radio Philippe Réal et le guide de haute montagne René Desmaisons, et la découverte plus récente de pièces mécaniques portant l'inscription US Air Force. Néanmoins, si ces pièces prouvent le crash d'un appareil militaire, rien ne permet de l'associer formellement à l'accident du vol 101. Une autre équipe de journalistes est montée sur le site par Chamonix et en a rapporté plusieurs pièces d'avions militaires mises en sécurité en Isère. Malgré la poursuite des gendarmes de Chamonix, ils ont tenté de vendre leurs photos à Paris Match, mais la sécurité militaire est intervenue pour l'empêcher. La pièce est toujours cachée et un des journalistes est toujours vivant. Voilà. Alors, il faut savoir que ça, c'est une... Bonjour Neymar. Ça, c'est une partie qui est intéressante dans le sens que, comme je suis chamoniard au départ et que mon père est guide de haute montagne, je connais un certain monsieur Roche, avec qui j'étais en contact, qui allait sur le glacier, qui a récupéré de nombreuses preuves, si vous voulez, c'est-à-dire des pièces de l'avion de l'OTAN. Et donc, je vais vous en parler là un peu plus précisément.
Donc, cependant, d'autres pièces ont été retrouvées depuis et tentent à prouver que sur le fuselage de l'avion de ligne qu'il y a eu des traces d'impact. Et c'est sans compter les débris collectés et la bobine de ciné-mitrailleuse du jet de l'OTAN en question, dont le développement confirme la présence de l'avion militaire dans la zone. Le film montre des prises de vue aériennes à proximité de la zone de crash quelques semaines auparavant. Voilà, en fait, là, dans le livre, il y a les photos, effectivement, un film Kodak Safety 51-846, donc le même qui équipait les caméras KS-67A montées en mode ciné-mitrailleuse à la place du canon 35 Fiat, équipant les versions italiennes du F-104G Starfighter. En fait, Alain Roche, qui est une personne donc, avec qui j'étais en contact, a trouvé cette bobine de ciné-mitrailleuse en plus, effectivement, d'appareils, enfin comment dire, de débris appartenant à cet avion en question militaire de l'OTAN. Voilà. Et donc, toutes les photos sont, enfin, les photos les plus importantes en tout cas sont disponibles dans le livre. Et voilà, ce qu'on peut dire, c'est que alors qu'on parle de la société Permindex et de son parcours qui nous amène en Italie avec les réseaux Stay Behind et tous ces attentats terroristes anticommunistes, on peut trouver étrange que cet accident, entre guillemets, regrettable, coïncide parfaitement avec les visées mondialistes poursuivies par la Grande-Bretagne, Israël, et ceux qui, en ayant fomenté le coup d'État de 63, réactivèrent le programme nucléaire israélien que De Gaulle et Kennedy refusaient d'appuyer. C'est là qu'il faut tout mettre en relation, si vous voulez. Parce que si vous voulez avoir une vision complète de ces années 60, de l'assassinat de Kennedy, des tentatives d'assassinat sur De Gaulle, il faut aller sur l'assassinat de Mattei, ce crash du Mont Blanc, parce que c'est la même mécanique où il y a l'OTAN impliqué, le programme nucléaire israélien en bout de tableau, mais aussi tous les anticommunistes rabiques pro-nucléaires. Hein, c'est l'époque de Dr Fallon. C'est pour ça qu'il faut mettre les choses en relation, si vous voulez. Voilà. Et il se trouve que, effectivement, voilà, étant chamoniard, j'ai travaillé sur les crashs du Mont Blanc et j'étais en contact avec la personne en question, Alain Roche, qui a trouvé tous ces débris. Voilà. Et donc, il est même passé à TF1, mais ils lui ont caviardé les passages les plus importants. Et c'est la maison Lévy qui a récupéré son bouquin. Voilà. Bon. Pour vous montrer un peu le parcours. Parce que, alors en plus, là je me trompe, hein, il ne s'appelle pas Alain, c'est Daniel Roche. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter Oui, il n'y a pas que Kennedy qui était contre le programme nucléaire israélien. Hein. De Gaulle également refusait de l'appuyer. Et on peut se poser la question, d'ailleurs, c'est ce que j'ai soulevé dans le direct précédent, puisque Mortimer Bloomfield et Cléchot sont impliqués dans la tentative d'assassinat sur De Gaulle, on peut se demander, ce n'est pas une affirmation, hein, mais si Israël n'est pas impliqué non plus dans la tentative d'assassinat sur De Gaulle par les réseaux, via les réseaux Stay Behind qu'on a abordés. Hein. Voilà, bon, ça c'est par l'intermédiaire de Mortimer Bloomfield, de la société Permindex, et derrière il y a l'Angleterre. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a ces réseaux-là, ça ramène à l'Angleterre, au couple Windsor-Rothschild et à la mécanique hein, qui pousse au projet du Grand Israël et qui pousse de l'autre côté par le conflit au bloc de l'Est à poursuivre le colonialisme anglais dans la mauvaise direction. Hein. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter sur le crash Quand je dis qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts dans les années 60, assassinés parce qu'ils étaient en travers de la route de cette mécanique, effectivement, de toutes les compagnies pétrolières de la Green Machine, hein, anglaise, américaine,
je rajoute cette piste des grosses compagnies, et du complexe militaire-industriel et des affairistes, si vous voulez, parce que c'est un peu comme une pieuvre, hein, c'est quand même, ça a des tentacules, c'est un peu gigantesque. Hein. Et il n'y a pas que les personnages que j'ai mentionnés qui ont été assassinés, il y en a d'autres, hein, un peu partout sur la planète. On a parlé un peu de l'Amérique du Sud aussi, hein, des assassinats qu'il y a eu, en Afrique également. Euh, c'est quand même quelque chose d'assez étendu. Hein. Voilà. Rappelez-vous que le roi d'Angleterre est le propriétaire, enfin celui qui possède le plus de terres sur la planète, hein, avec le Commonwealth, et que l'économie anglaise est tenue par les Rothschild depuis la défaite de Napoléon en 1815. Ça vous donne un peu une idée de la mécanique. Sachant que les États-Unis, au travers des deux guerres mondiales, ont pris la suite de l'Angleterre, mais que c'est toujours la City qui oriente Wall Street, on va dire. On peut le penser, en tout cas. On peut en discuter. Hein. Il y a des gens qui peuvent dire non, Wall Street a plus d'importance. Moi, je pense que, comme je l'ai expliqué par les imbrications de la Seconde Guerre mondiale entre les services américains et anglais, la privatisation d'après-guerre fait que en fait, la politique intérieure et la politique extérieure des États-Unis a toujours été orientée par les services anglais de manière subtile, et par Israël, bien sûr, jusqu'à ce que les néoconservateurs, et ça va avec la destruction du World Trade Center et puis le remplacement des tours jumelles par une tour tenue par Silberstein, hein, tout est à mettre en parallèle, on voit que ça s'est fortement... Que, en fait, la mafia juive et le côté pro-israélien a pris effectivement un poids beaucoup plus important au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on en arrive à ce que la Silicon Valley, que tout ce qui est mis en place au point de vue mondialiste par les nouvelles technologies, soit relié directement au côté militaire israélien et au Mossad. Hein. C'était même Hillary Clinton, qui était un peu une prostituée pour les élites à haut niveau, quand elle était à l'EPAC pour faire sa promo, si vous voulez, dans les campagnes présidentielles, elle disait que oui, il faut directement couper la Silicon Valley avec les services israéliens. Hein. Voilà. Mais bon, de toute façon, avec Zuckerberg, c'est évident que c'est évident qu'Israël était impliqué depuis le départ. Il faut comprendre que tout ce qui est technologique aux États-Unis vient du pôle militaire, et que donc il y a forcément le côté néoconservateur qui dévie du côté d'Israël. Hein. Voilà. Et que donc, on le voit, c'est à mettre en parallèle avec la filière Epstein. Toute la classe élitiste est pratiquement détournée par le Mossad dans des filières de chantage. Ça ramène aux filières de chantage sexuel à l'époque de Kennedy. Hein. C'est que le prolongement de tout ça. Voilà. Bon, après, donc on arrive à la partie 13, la piste du Mossad et des intérêts israéliens. Donc c'est celle qui est la plus souvent éludée ou confuse, et pourtant à l'époque de l'assassinat de Kennedy, les relations entre les USA et Israël étaient très tendues. En effet, Kennedy s'était aperçu que les Israéliens le menaient en bateau au sujet de leur programme nucléaire. Il leur avait demandé des comptes et les avait menacés de suspendre toute aide venant des USA. Ben Gurion voyait en Kennedy un problème. Extrait Wikipédia. En 1958, des avions de reconnaissance américains de type U-2 survolent le site de Dimona et confirment les soupçons de l'existence d'un programme de recherche militaire nucléaire. Cette nouvelle ne va pas alarmer les dirigeants israéliens qui prétendent tour à tour qu'il s'agit d'une usine textile ou encore d'une exploitation agricole. Quant aux Français, ils adopteront un profil bas face aux autres superpuissances parce que ce sont eux qui ont doté Israël de la capacité nucléaire. Les États-Unis demandent alors qu'Israël accepte les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique, donc la fameuse AIEA. Israël donne son accord aux conditions suivantes, des inspecteurs américains plutôt que ceux de l'AIEA, et d'être informés à l'avance de toutes les dates d'inspection. Donc entre 61 et 63, selon le docteur Gerald Steinberg, un professeur de sciences politiques à Tel Aviv, le président américain John Fitzgerald Kennedy aurait exercé de grandes pressions sur le premier ministre d'Israël David Ben-Gurion afin qu'il accepte des inspections internationales de Dimona. Une inspection internationale de Dimona et qu'Israël abandonne son programme d'armes nucléaires. Cette pression ne semble pas avoir modifié la politique israélienne, mais elle aurait été un facteur contribuant à la démission de Ben-Gurion en 1963. Selon certains,
Cette connaissance du planning des inspecteurs aurait permis à Israël de dissimuler la vraie nature des travaux du centre, donc la fabrication d'armes nucléaires, et par la suite, des inspecteurs ont informé le gouvernement américain de restrictions sur les zones auxquelles ils avaient accès. On ignore s'il y eut des complicités avec les scientifiques dépêchés en Israël ou si ces derniers furent bernés lors de leurs différents séjours. Le programme militaire israélien continua dans l'ombre et aurait abouti à la production d'ogives dès l'année 1966. 2 ans plus tard, le pays refuse d'adhérer au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, tout en niant toujours posséder un arsenal stratégique. Les inspections prennent fin en 1969. Les États-Unis déclarent en conclusion que les Israéliens pourraient être dotés de la technologie nucléaire. Tsahal a dû probablement disposer de la bombe lors de la guerre des 6 jours. En 1969, 2 ans après l'incident de l'USS Liberty, le président Richard Nixon, lors d'une rencontre avec le Premier ministre Golda Meir, passe un accord secret qui reconnaît à Israël le droit de posséder la bombe nucléaire, mais presse l'État hébreu de ne pas faire d'introduction visible d'ogives nucléaires et de ne pas entreprendre d'essais nucléaires. Les États-Unis s'engageant en contrepartie à livrer des armes conventionnelles à Israël. Cela afin de maintenir sa politique ambiguë sur la question nucléaire et d'éviter une prolifération aux États voisins. Je relis la phrase. Donc, alors, sachant que l'incident de l'USS Liberty c'est les Israéliens qui ont dégommé le navire. Enfin bon. Donc, en 1969, 2 ans après l'incident de l'USS Liberty, le président Richard Nixon, lors d'une rencontre avec Golda Meir, Premier ministre d'Israël, passe un accord secret qui reconnaît à Israël le droit de posséder la bombe nucléaire, mais presse l'État hébreu de ne pas faire d'introduction visible d'ogives nucléaires et de ne pas entreprendre d'essais nucléaires. Et les États-Unis s'engageant en contrepartie de lui livrer des armes conventionnelles. Cela afin de maintenir sa politique ambiguë sur la question nucléaire et d'éviter une prolifération aux États voisins. Révélation de la presse britannique en 1986. La première révélation publique des capacités nucléaires d'Israël, par opposition au nucléaire civil, a été faite dans le Sunday Times le 5 octobre 1986, divulguant des informations transmises par Mordechai Vanunu, ancien technicien de la centrale nucléaire de Dimona. En raison de la publication des secrets d'État, il fut condamné à 18 ans de prison pour trahison et espionnage. Donc l'extrait à suivre est tiré du site sot.net, le Mossad et l'assassinat de JFK. Alors, Michael Collins Pepper écrit « JFK était fermement déterminé à empêcher Israël de fabriquer la bombe nucléaire. LBJ a simplement détourné le regard dans la direction opposée. La mort de JFK s'est en effet avérée bénéfique pour les ambitions nucléaires d'Israël, comme les preuves l'indiquent. » Reuven Pedazzer écrivait dans un compte-rendu critique du livre d'Avner Cohen, « Israel and the Bomb », paru dans le quotidien israélien Haaretz du 5 février 1999, l'assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy a mis brutalement fin aux pressions massives exercées par l'administration américaine sur le gouvernement d'Israël en vue que ce dernier mette un terme à son programme nucléaire. Alors, il poursuit. Kennedy a dit très clairement au Premier ministre israélien qu'il n'accepterait en aucun cas qu'Israël devienne un État nucléaire. Pedazzer continue. Si Kennedy était resté en vie, il est douteux qu'Israël détienne aujourd'hui l'option nucléaire et que la décision de Ben-Gurion de démissionner en 1963 a été prise dans une large mesure dans le contexte de l'énorme pression que Kennedy exerçait sur lui concernant la question nucléaire. Dans le dernier budget de Kennedy pour l'année 64, l'aide israélienne était de 40 millions de dollars. Dans le premier budget de LBJ pour 65, cette aide a grimpé à 71 millions de dollars. Et en 66, elle a plus que triplé par rapport aux 2 années antérieures jusqu'à atteindre 130 millions de dollars. De plus, sous l'administration Kennedy, presque aucune aide américaine à Israël n'était de nature militaire. Au lieu de cela, elle était répartie également entre les prêts au développement et l'aide alimentaire en vertu du programme PL 480. Pourtant, en 1965, sous l'administration Johnson, 20% de notre aide à Israël était pour l'armée, tandis qu'en 1966, 71% était utilisé pour du matériel de guerre. En 1963, l'administration Kennedy a vendu 5 missiles Hawk à Israël dans le cadre d'un système de défense aérienne. En 65-66, cependant, LBJ a concédé 250 chars sur Israël, 48 avions d'attaque Skyhawk, plus des fusils et de l'artillerie qui étaient toutes de nature offensive. Si vous vous demandez quand la machine de guerre israélienne a été créée, bien voilà, LBJ en a été le père. Selon Stephen Green, dans son livre Taking Sides, America's Secret Relation with a Militant Israel,
70% de toute l'aide officielle des États-Unis à Israël a été militaire. Les États-Unis ont donné à Israël plus de 17 milliards de dollars d'aide militaire depuis 1946, dont la quasi-totalité, plus de 99%, a été fournie depuis 1965. Alors vous imaginez bien que depuis, ces chiffres-là paraissent dérisoires, parce que ça n'a fait que croître. Israël ne doit pas s'excuser pour l'assassinat de ceux qui cherchent à la détruire. Le premier ordre du jour pour tous les pays est la protection de son peuple. Ça, c'est un extrait du Washington Jewish Week le 9 octobre 1997. Bon, on connaît la mentalité israélienne ultra paranoïaque, ultra violente et ultra fourbe. Voilà. En mars 1992, mais qui coïncide avec la démolition contrôlée, le fait que personne fasse d'efforts dans le sens inverse. En mars 1992, le représentant de l'Illinois Paul Findlay disait dans le rapport de Washington sur les affaires du Moyen-Orient, il est intéressant mais pas surprenant de noter que dans tout ce qui est écrit et prononcé au sujet de l'assassinat Kennedy, l'agence de renseignement israélien, le Mossad, n'a jamais été mentionnée. Considérant que le Mossad est sans doute l'agence de renseignement la plus efficace et cruelle dans le monde, il est plutôt singulier qu'il n'ait jamais été investigué en relation avec l'assassinat de Kennedy, surtout quand pratiquement toutes les autres entités dans le monde, à court d'imitateurs d'Elvis, ont été mis en cause. Mais tout cela a changé en janvier 1994 avec la sortie du livre de Michael Colin Peppers, Final Judgment. Dans ce livre, Piper dit « Le Mossad israélien était un joueur de première importance et critique dans les coulisses de la conspiration de l'assassinat de JFK. Grâce à ses ressources très vastes et à ses contacts internationaux dans la communauté du renseignement et du crime organisé, Israël avait les moyens, il avait l'opportunité, il avait le motif de jouer un rôle de premier plan dans l'un des plus grands crimes du siècle. Et il l'a fait. Leur motivation, le renommé Premier ministre israélien David Ben-Gurion, qui a gouverné son pays depuis sa création en 1948 jusqu'à sa démission le 16 juin 1963, était tellement furieux que Kennedy n'ait pas permis à Israël de devenir une puissance nucléaire que dans ses derniers jours au pouvoir, affirme Piper, il a commandé le Mossad d'élaborer un complot pour assassiner le président américain. Ben-Gurion était tellement convaincu que la survie même d'Israël était menacée qu'il a dit que dans une de ses dernières lettres à JFK, « Monsieur le Président, mon peuple a le droit d'exister et cette existence est en danger ». Dans les jours qui ont précédé la démission de Ben-Gurion, lui et JFK s'étaient embarqués dans un discret mais controversé débat sur la possibilité d'Israël d'obtenir des capacités nucléaires. Leur désaccord a finalement dégénéré en une véritable guerre de mots qui a été pratiquement ignorée par la presse. Ethan Bronner a écrit sur cette bataille secrète entre JFK et Ben-Gurion des années plus tard, dans un article du New York Times du 31 octobre 1998, le qualifiant de secret farouchement gardé. En fait, les conversations entre Kennedy et Ben-Gurion sont toujours classées par le gouvernement des États-Unis. Peut-être que c'est le cas parce que la rage et la frustration de Ben-Gurion est devenue si intense et sa puissance si grande en Israël que Piper soutient qu'il a été le centre de la conspiration pour tuer John Kennedy. Quoi qu'il en soit, Ben-Gurion était convaincu qu'Israël avait besoin d'armes nucléaires pour assurer sa survie, alors que Kennedy était résolument contre. Cette incapacité à parvenir à un accord a entraîné des problèmes évidents. L'un de ces problèmes a découlé de la décision de Kennedy de faire de l'Amérique sa priorité en matière de politique étrangère et non pas Israël. Ce qui contraste quand même avec tous les autres présidents qui ont suivi. Kennedy prévoyait honorer la déclaration tripartite de 1950 qui dit que les États-Unis useraient de représailles contre tout pays au Moyen-Orient qui en attaquerait un autre. Ben-Gurion, d'autre part, voulait que l'administration Kennedy leur vende des armes offensives, en particulier des missiles Hawk. Les deux dirigeants se sont ainsi engagés dans un échange épistolaire brutal, mais Kennedy ne voulait pas bouger. Ben-Gurion, obsédé par cette question, a glissé dans la paranoïa totale, pressentant que l'obstination de Kennedy était une menace flagrante à l'existence même d'Israël en tant que nation. Piper écrit « Ben-Gurion avait consacré toute sa vie à la création d'un État juif et à la guider dans l'arène mondiale. Et dans les yeux de Ben-Gurion, Kennedy était un ennemi du peuple juif et de son État d'Israël bien-aimé. » Il poursuit « L'option nucléaire était non seulement au cœur même de la vision personnelle du monde de Ben-Gurion, mais le fondement même de la politique de sécurité nationale d'Israël. » On connaît au moins 3 personnages mentionnés dans l'assassinat de JFK liés à Israël et au service israélien. Il y en a plus, mais là, c'est dans le bouquin, parce qu'on pourrait parler de James Jesus Angleton, ça c'est la piste effectivement développée par Guyeno, reprise par Delevard et certainement par Jacques Beau.
Moi, je n'aborde pas Angleton parce que des gens l'ont fait, si vous voulez. Je vais me concentrer sur d'autres personnages. Donc, le premier, c'est Jacob Rubenstein, hein, dit Jack Ruby. Un peu bateau, on va dire, mais enfin, c'est quand même important. Il obéissait aux ordres de la mafia, et notamment de la mafia juive, et il a incriminé directement Johnson quand il était en prison, dans son transfert. On a la partie où le journaliste l'interpelle et où il dit effectivement que c'est Lyndon B. Johnson. Alors, il a dit ça aussi, il a dit avoir fait ça pour les Juifs et Israël de manière énigmatique et obscure. Alors, selon Guyeno, dans le livre de JFK 11 septembre, 50 ans de manipulation, il est lié à la Mishpucha ou Yiddish Connection, et il est sous les ordres de Mickey Cohen, successeur de Benjamin Siegelbaum, dit Bugsy, qui travaille depuis toujours avec l'Irgun et le Mossad. Il a confié à son avocat et à son rabbin avoir tué Oswald pour les Juifs. Voilà. Le second, dont peu de gens parlent, hein, et que moi je mets souvent au centre parce que ça relie Israël, l'Angleterre derrière, si vous voulez, les cercles un peu de services secrets anglais et au Mossad, c'est le major Louis Mortimer Bloomfield. On l'a vu plus tôt, c'est un personnage de tout premier plan. C'est le lien direct entre la CIA, le MI6 et le Mossad. Il travaillait pour les 3 services OSS inclus avec la CIA. Il était impliqué dans les réseaux Stellian en Europe et donc le Gladio. Il possédait au Canada la compagnie Permindex, qui renvoie après à Stephenson, à l'Angleterre. Hein. Et puis, ce n'est pas dissocié non plus de l'écologie qu'on voit de manière moderne comme extrêmement nocive, hein, et agressive, hein, avec le projet du Great Reset. Donc, il possédait la compagnie Permadex et il avait pour associé Cléchaud, donc le penseur financier de l'assassinat de JFK pour la CIA. Shaw a vraiment failli être déclaré coupable pour le meurtre de Kennedy lors de l'enquête menée par donc Jim Garrison, le procureur de la Nouvelle-Orléans. Mais bien que les jurés le considéraient en majorité coupable, ils ne purent pas techniquement le condamner. Donc, pour revenir sur Bloomfield, homme d'affaires juif canadien pro-israélien forcené, habitant Montréal, il a fait du trafic d'armes international, il a financé des groupes terroristes d'extrême droite, il a des filiales en Europe sur la période qui ne sont pas étrangères, donc aux attentats des années de plomb. Voilà. Le troisième personnage, c'est un dénommé Weissman, dont on trouve les traces via des affiches de propagande anti-Kennedy lors de sa venue le 22 novembre 1963 à Dallas. C'est des affiches qui sont mises pour exciter la foule d'extrême droite de Dallas contre Kennedy et le faire passer pour un sympathisant communiste. Voilà. C'est le contexte, hein, l'idéologie de l'époque. Voilà. Guyeno explique que Bernard Weissman, de confession juive, s'était installé à Dallas le 4 novembre et a été vu le 14 novembre au Carousel Club, le cabaret de striptease tenu par Jack Ruby. Voilà. Alors après, vous rajoutez le personnage de la CIA, James Jesus Angleton, qui est vraiment pro-israélien et qui aujourd'hui est plutôt démontré comme quelqu'un qui a aussi surtout un peu comme Maxwell, hein, le père de Ghislaine Maxwell dans l'affaire Epstein, il a surtout donné des informations qui étaient sensibles sur les États-Unis à Israël. Après, si vous voulez savoir un peu plus le rôle de James Jesus Angleton, il faut aller voir du côté de Guyeno qui a travaillé cette piste-là. Voilà. Donc, vous voyez, dans le livre, je nommais pas la piste israélienne. Hein, vous voyez, il y a une partie qui est dédiée. Simplement, plutôt que de simplifier en disant voilà, c'est eux ou eux, moi j'essaie d'avoir la vision globale en mettant tous les éléments. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que tout n'est pas imbriqué, que tout n'est pas lié dans cette histoire. Voilà. C'est pour ça que on ne peut pas dire à un moment donné, eux n'ont pas participé, ça c'est du baratin ou quoi qu'est-ce. Il y a vraiment beaucoup d'éléments et la vraie question, hein, c'est qui n'a pas participé à l'assassinat d'une manière ou d'une autre. Voilà. Kennedy avait peu de chances de s'en sortir en réalité. Bon, la partie 14, c'est les raisons pour lesquelles le président Kennedy a été tué, outre celles qu'on vient d'aborder. Alors évidemment, il y a pour poursuivre la guerre au Vietnam. Hein, l'explication, les raisons habituelles évoquées régulièrement à propos de la guerre au Vietnam, c'est qu'il s'agissait d'une tentative pour le Sud-Vietnam et les États-Unis d'empêcher les communistes du Vietnam du Nord, les Viet Cong,
d'unifier le Nord avec le Sud-Vietnam, dont ils deviendraient les dirigeants, donc les communistes deviendraient les dirigeants du nouveau pays après la réunification. On est dans une période de guerre froide où effectivement la Russie a une influence et les États-Unis veulent s'accaparer ces aires géographiques. Donc, quand on parle de la guerre du Vietnam, en fait, en général, c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire qu'il y a une guerre médiée entre les Américains et l'URSS, et ça se caractérise au Vietnam entre le Nord et le Sud. Voilà. Le Sud étant plus influencé par les Américains, le Nord par l'URSS. Voilà. Bon, même si c'est un peu long, il faut ici reprendre la chronologie des événements qui menèrent à deux franges distinctes au Vietnam pour bien comprendre la situation de cette région à l'époque. Bon, donc on va revenir un peu pour expliquer la situation au Vietnam. En 1941, la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, donc le Viet Minh, avait été créée avec la bénédiction des autorités japonaises pour être un parti nationaliste, réclamant l'indépendance du Vietnam alors sous domination française. Le 2 septembre 1945, moins d'un mois après que le Japon ait capitulé, provoquant la fin de la Seconde Guerre mondiale, Ho Chi Minh, chef du Viet Minh, a officiellement déclaré l'indépendance du Vietnam. Le Viet Minh avait politiquement une base solide, il militait depuis 1941, et le soutien de la population, principalement dans le nord du pays. Les Français voulaient reprendre le contrôle en Indochine, cependant il fallait maintenant accepter l'idée de reconnaître le Vietnam comme un État libre dans l'Union française, ce qui fut ratifié suite à la rencontre et au pourparlers du général Leclerc à Ho Chi Minh, avec Ho Chi Minh. Le Vietnam est devenu par la suite ouvertement communiste. En 1946, les combats entre les Français et les partisans Viet Minh ont éclaté. Cela marqua le début de la guerre d'Indochine. Alors, les Français tenant avec l'empereur du Vietnam, Bao Dai, soutenu lui-même par plusieurs ethnies du pays et se battant contre les partisans communistes dirigés par Ho Chi Minh. Après la défaite de Dien Bien Phu et la conférence internationale de Genève en 1954, un cessez-le-feu fut négocié. Bon, là, vous voyez qu'on est en train d'aborder, suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la perte d'influence des colonies françaises et le réaccaparement de ces lignes colonialistes par les anglo-saxons. Plus tard, dans les années 90, c'est exactement le même jeu d'influence au Rwanda qu'on va retrouver, où les Français vont être virés par les Américains par un coup d'État où ils vont appuyer Kagame pour mettre, si vous voulez, les Tutsis au pouvoir et remplacer les Hutus qui sont majoritaires et que les Français soutiennent. Voilà. Bon. Pour séparer les belligérants, les participants à la conférence avaient décidé que les Français et les Vietnamiens, sous commandement français, devaient se déplacer au sud du 17e parallèle et le Viet Minh se rendre au nord du 17e parallèle, qui devait être défini comme la ligne de démarcation militaire entourée d'une zone démilitarisée. Des milliers de personnes, en conséquence, ont fui vers le nord ou le sud, hors de leur foyer, en fonction de leurs sympathies politiques. Et les Français ont commencé à se préparer à quitter le Vietnam. Les communistes dirigés par le Viet Minh avaient le contrôle de la moitié du nord du Vietnam, et c'est devenu donc le Nord-Vietnam. Tandis que la moitié sud, devenue non communiste, devient le Sud-Vietnam. Ngo Diem sera nommé Premier ministre du Sud-Vietnam au cours des négociations d'armistice. Hop. Les accords de Genève stipulaient que les élections libres devaient se tenir au Vietnam en 1956 sous la surveillance d'un comité de contrôle international, dans le but de réunifier les deux parties du Vietnam en vertu d'un gouvernement qui serait élu par le peuple unique. Le Nord-Vietnam devait gagner cette élection. Alors ça, c'est important parce que, si vous voulez, ça montre le côté malhonnête de l'interventionnisme américain. Parce que visiblement, c'est quand même très inversé par rapport par exemple, quand on regarde les référendums en Crimée pro-russes, ou quand on regarde l'éviction de Yanukovych au profit de Poroshenko en Ukraine, si vous voulez. Là, on voit que c'est inversé, c'est-à-dire que c'est le Nord-Vietnam qui allait gagner l'élection, si vous voulez. Mais Diem, qui avait consolidé son contrôle sur le Sud-Vietnam, refusa d'organiser les élections prévues, et les États-Unis ont appuyé sa position. En réponse, les Nord-Vietnamiens ont donc décidé d'unifier le Sud et le Nord-Vietnam par la force militaire plutôt que par des moyens politiques. Vous voyez ? Et c'est comme ça qu'on voit la démolition contrôlée et l'inversion, si vous voulez. Hein, dans un monde qui ne fait pas d'efforts spirituels, où tous les gens sont impliqués dans des fausses révolutions de teinte juive, hein, quand même. Hein, le communisme d'un côté, le
néo-capitalisme de l'autre, hein, en fait, on voit que tout va dans le mauvais sens, dans le mimétisme, hein, avec un relativisme, un contraste. Hein. Staline d'un côté, Poutine de l'autre, quand on suit le dérivé, Trump dans son monde à lui, si vous voulez. Hein. Il y a toujours des contrastes, mais ça va toujours dans une même direction quand on s'extrait de ce relativisme, en réalité. Hein. Donc les Américains se mettent à soutenir le Sud-Vietnam. Le secrétaire d'État américain John Foster Dulles, qui n'est pas un inconnu si vous avez suivi un peu les précédents directs, hein, craignait la propagation du communisme en Asie et il a persuadé le gouvernement des États-Unis de fournir une assistance économique et militaire au régime de Diem, ce qui le fera devenir de plus en plus impopulaire auprès de la population sud-vietnamienne. Diem se mit à remplacer les représentants des conseils des villages élus traditionnellement par des administrateurs nommés directement par Saigon. Il a également provoqué la colère des bouddhistes en sélectionnant des compatriotes catholiques pour des postes et des positions clés dans le gouvernement. Le gouvernement de Diem a commencé à maltraiter les bouddhistes au point qu'il y a eu des émeutes dans les rues. La guerre de propagande et les méthodes de combat de guérilla devinrent le maître mot de l'armée du Nord-Vietnam. Les combattants Viet Minh, qui avaient plusieurs années d'expérience dans ce domaine suite à la guerre d'Indochine, devinrent l'armée régulière du Nord. Et ils furent appuyés en cela par les Viet Cong, qui opéraient dans le Sud, Vietnam. Les combats avaient commencé. Le gouvernement Diem avait demandé obtenu des conseillers militaires américains et du matériel supplémentaire pour constituer l'armée de la République du Vietnam et de la police. Mais il n'arrivait pas à mettre un terme à la présence et à l'influence croissante des forces communistes vietnamiennes dans le Sud avec les actions du Viet Cong. Voilà comment les Américains s'engagèrent dans le bourbier vietnamien. Donc, la situation au Vietnam quand Kennedy était président. De 62 à 63, en fait, le président Kennedy a augmenté le nombre de conseillers militaires et de soldats qui passèrent de 800 à 16 000 hommes. Le 31 octobre 1963, une conférence de presse, Kennedy a annoncé publiquement son intention de retirer 1 millier d'hommes du Sud-Vietnam à la fin de 63. Un journaliste l'a interrogé sur la réduction des troupes en Extrême-Orient. Voici toute la question et la réponse de Kennedy qui correspond. Donc le journaliste, entre guillemets. Monsieur le Président, revenons à la question de la réduction d'effectifs qui sont destinés à tout l'Extrême-Orient à l'heure actuelle, notamment en Corée. Et y a-t-il accélération dans le retrait à destination du Vietnam? Président Kennedy, eh bien, comme vous le savez, lorsque le secrétaire McNamara et le général Taylor sont revenus, ils ont annoncé que nous attendons à retirer 1 millier d'hommes du Sud-Vietnam avant la fin de l'année. Et il y a une référence à celle du général Harkins. Et il y a eu une référence à celle du général Harkins. Si nous sommes en mesure de le faire, ce sera notre agenda. Je pense que la première unité, le premier contingent sera de 250 hommes qui ne sont impliqués dans ce qu'on pourrait appeler les opérations de première ligne. Ce sera là pour nous un espoir que le nombre d'Américains diminue de 1000 hommes au lieu que le nombre s'intensifie, et c'est ce qui sera mené au Sud-Vietnam. Donc le lendemain même, le 1er novembre 1963, le président sud-vietnamien Ngo Dinh Diem a été tué dans un coup d'État qui avait été soutenu par la CIA. Ça, c'est intéressant parce que c'est ce qui va vous montrer la fracture entre Kennedy et la CIA, parce que cet assassinat n'a pas été fait avec l'aval, effectivement, de Kennedy, étant donné que Kennedy avait donné sa parole à Diem de le soutenir. Donc Diem était devenu un embarras pour les États-Unis, avait été encouragé à démissionner, mais il avait refusé. Les nouvelles de la mort de Diem ont outragé Kennedy. Le général Maxwell Taylor l'a décrit ainsi. Il bondit sur ses pieds et se précipita hors de la salle avec un air de stupeur et une consternation sur le visage que je n'avais jamais vu auparavant. George Smathers, je ne sais pas comment on le prononce, se souvient que Kennedy a accusé la CIA en disant « J'ai quelque chose à faire pour ces salauds. Ils devraient être dépouillés de leur pouvoir exorbitant. » Mike Forrestal dira « J'ai vu le président peu après qu'il ait appris que Diem et nous étaient morts. » Parce qu'il n'y a pas que Diem, visiblement, qui a été assassiné. Il était sombre et agité. Je ne l'avais jamais vu aussi déprimé depuis la baie des cochons. Kennedy a accusé le coup quand on lui a appris ses meurtres, et Forrestal a estimé que l'assassinat le secoua personnellement, voilà, et le gênait comme une question morale et religieuse. Cela ébranla sa confiance, je crois, dans le genre de conseil qu'il recevait au sujet du Sud-Vietnam. Le 24 novembre 1963, 2 jours après l'assassinat, le nouveau président Johnson a annulé l'ordre que Kennedy avait signé de retirer 1 millier d'hommes du Vietnam d'ici la fin de l'année en signant le NSAM 276
Et ce même jour, Lyndon Johnson a accepté la nomination de l'ambassadeur américain Henry Cabot Lodge et lui a dit qu'il n'était pas disposé à perdre le Vietnam. Il dira même, dit aux généraux de Saigon, que Lyndon Johnson a l'intention de tenir sa parole. Il faut bien comprendre, hein, le complexe militaro-industriel a fait beaucoup d'argent, hein, sur cette imposture de la guerre du Vietnam. Et il y a un personnage qu'on peut rajouter dans cet agenda et qui est juif, hein, et qui est Kissinger, hein, qui lui, on le sait, hein, alors que la guerre était perdue, a été jusqu'à éliminer de l'histoire de l'humanité certaines populations très anciennes du Vietnam, hein, dans les bombardements, juste pour des questions d'agenda politique, il faut bien comprendre. Donc le 2 août 64, l'incident du golfe du Tonkin est survenu et la résolution du golfe du Tonkin a ensuite été ratifiée par le Congrès. Ce fut le début de la participation militaire de grande envergure au Vietnam. Alors, l'histoire du golfe du Tonkin, c'était pour justifier, hein, effectivement la participation des États-Unis de manière plus importante dans le conflit au Vietnam. Attendez, je voudrais bien comprendre un truc. Je parlais de l'incident du golfe du Tonkin. Et pas faire d'erreur sur l'USS Liberty. Ouais. Donc ça encore, c'est l'incident du golfe du Tonkin. C'est un peu comme on va dire, ça s'inscrit dans la suite logique de ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale avec Pearl Harbor, si vous voulez. Hein. C'est vraiment des choses qui sont planifiées par l'État profond américain contre ses propres... Mais on l'avait vu, hein, avec le projet Northwood. Hein. Cet État profond, c'est un peu comme les rabbins qui s'automutilent pour accuser les gens d'extrême droite en général quand il ne se passe rien. Hein. C'est toujours pour aller dans la mauvaise direction. Mais on retrouve, si vous voulez, la connivence entre les judéo-protestants, les anglo-saxons et les juifs dans leur comportement, si vous voulez, à toujours quelque part s'automutiler ou se détruire en interne en accusant de manière inversée leurs ennemis pour justifier d'intensifier le conflit. Hein. L'histoire de l'assassinat de Kennedy, c'est ça. Hein. On a mis sur le dos d'un type de la CIA manipulé l'assassinat en prétendant qu'il était un sympathisant communiste, hein, pour accuser sans le dire l'URSS directement, alors que Kennedy voulait faire la paix. C'est vraiment des trucs qui ont trait à du satanisme, à l'inversion. Voilà. Mais regardez l'Ukraine, avec la manipulation dans les médias. Hein. Tout a trait à l'inversion dans cette imposture sioniste et cette culture shoatique. Voilà. Je pense que quand on prend l'USS Liberty, c'est du même registre. J'ai plus en tête, c'est pour ça que je regarde vite fait. Hein. Voilà, c'était bien une attaque effectuée par l'armée israélienne sur un navire américain. Voilà. Donc je ne m'étais pas trompé, c'est bien ce que j'avais en tête. Donc en représailles de cette mise en scène du golfe du Tonkin, là,
le président a ordonné le bombardement du Nord-Vietnam pour la première fois et la résolution du Golfe du Tonkin a été étendue pour autoriser Johnson à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les forces américaines et prévenir toute nouvelle agression. Plus tard, l'effectif des soldats américains au Vietnam passa de 20 000 à 500 000 hommes en quelques mois. Johnson fit également une fausse déclaration, reprise et relayée par les journaux et les médias, que le 4 août 1964, les Nord-Vietnamiens avaient attaqué les destroyers américains une seconde fois. Le 7 août 1964, la résolution du Golfe du Tonkin a été adoptée à l'unanimité par la Chambre des représentants et par 88 voix contre 2 au Sénat. La guerre du Vietnam venait officiellement de commencer. 10 ans plus tard, 58 229 soldats américains et près d'un demi-million de Nord-Vietnamiens étaient morts. Vous voyez quand même comme les conflits contemporains, le nombre de morts en masse basés sur des mensonges, que vous prenez le 11 septembre, vous prenez l'histoire de la Yougoslavie, tout ça, ces cadavres, ces morts en masse sont déclenchés par toujours le même procédé, les mêmes accusations inversées, les mêmes magouilles. À force, il faudrait quand même se réveiller, quoi, je veux dire. Bon, je rigole, c'est pas drôle, mais voilà. Vous avez bien compris que c'est un peu du dégoût, quoi. Enfin, pas du dégoût, c'est comment vous dire, dépité de voir l'apathie, quoi. Enfin, l'indifférence ou le manque de réaction ou le manque d'honnêteté à ce sujet, quoi. L'industrie donc militaro-industrielle y trouvait son compte par la fourniture d'armements et d'équipements pour la guerre qui leur feront engranger des milliards de dollars de bénéfices. Il ne faut pas négliger tout ça, hein. La guerre froide, la guerre contre le communisme, cette imposture de mimétique, si vous voulez, c'est ce qui faisait tourner le complexe militaro-industriel, hein. Donc, les gens qui disent que les militaires du nucléaire hein, sont pas impliqués, il faut quand même revenir un peu sur tout ce contexte et les intérêts financiers qu'il y a derrière. On ne peut pas dire que le complexe militaro-industriel, ça compte pas dans l'histoire, hein. Quand même, il ne faut pas exagérer. Voilà. Donc la deuxième raison pour laquelle Kennedy a été assassiné, c'est parce qu'il voulait mettre fin au règne tout-puissant de la CIA et à l'activité d'une frange de l'agence qui menait des opérations à l'insu du gouvernement. Au début de son mandat, Kennedy a montré qu'il voulait restructurer le Conseil national de sécurité et mettre ce qu'on appelait alors les activités de renseignement et de guerre psychologique de la guerre froide sous la direction de son contrôle direct. Le 19 février 1961, Kennedy signa le Executive Order 109-20, ou 10 920, dites comme vous voulez, qui a mis fin au fonctionnement du Conseil de coordination. C'est une première étape. Les opérations du Conseil de coordination furent désormais dévolues au Joint Chief of Staff, l'état-major interarmes. Le décret 10-920, on va le dire comme ça, a montré qu'il voulait prendre le contrôle de toutes les activités du renseignement et qu'il voulait mettre les opérations sous le contrôle direct de son équipe de sécurité nationale. Cela a accéléré, et ça a été accéléré par un mémorandum de sécurité du 28 juin 1961 dans lequel Kennedy remettait en cause la suprématie de la CIA. Pour ceux qui disent que la CIA n'est pas impliquée, qu'il n'y a pas des enjeux derrière, voilà, là-dedans, on se penche, là, sur cette partie-là, on se penche sur l'opposition entre Kennedy et la CIA. Hein. Il y a la baie des cochons, il y a cette histoire du meurtre de Diem, et puis il y avait la volonté de Kennedy de remettre la main sur la CIA. On voit que Trump, aujourd'hui, de manière relative et dissolue par rapport à Kennedy, remet en cause le FBI et la CIA un peu de la même manière. Trump est un jacksonien, qui a visiblement un rapport plus indépendant par rapport à l'Angleterre, justement. Donc, il aurait été censé, normalement, donc être plus indépendant aussi vis-à-vis d'Israël. Mais on voit que c'est difficile, au niveau actuel de décadence où c'est arrivé, visiblement, je vais dire d'enlever la tumeur. On ne va pas parler comme ça, mais les Américains, je ne vais pas dire qu'ils sont en phase terminale, mais quand on parle avec les Chinois, visiblement, ils pressentent
Moi, j'ai parlé avec une Chinoise, j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de Trump? Elle m'a dit, ça l'a fait sourire, elle a dit, c'est un vieil homme. Mais c'est quand même à l'image de l'Empire américain. C'est-à-dire qu'il ne reste pas grand-chose avant que la Chine prenne la suite, quoi. Alors, donc ça veut dire qu'en gros, ils ont compris que Trump était peut-être une parenthèse, mais que ça n'était qu'une parenthèse. Alors, rappelez que Trump est un type ambitieux, donc il a certainement un leg par son vice-président qui, dans sa tête, lui permettra peut-être aux États-Unis de se prolonger un peu. Mais visiblement, les Chinois qui ont un rapport au temps qui est un peu différent du monde anglo-saxon ont assez vite ciblé l'orientation. Voilà. Après, je ne peux pas, moi, je ne suis pas médium, je ne veux pas dire que la Chine va prendre le dessus à quelle époque ou quoi qu'est-ce, mais c'est eux, eux en tout cas, ils le perçoivent comme ça. Donc, voilà. Une petite parenthèse, refermée. On parle de l'Asie avec le Vietnam. Voilà. Les Américains, au point de vue karmique, ils ont quand même tellement accumulé de casseroles contre des tas de populations, que ce soit le Moyen-Orient, que ce soit l'Asie, ils sont mal barrés, à mon avis, au point de vue karmique. Mais bon, ça, je ne veux pas m'ennuyer là-dedans parce que je ne suis pas médium, je ne suis pas voyant, je peux pas... mais c'est une question de logique. Bon, il y a 3 documents déclassifiés de la sécurité nationale, des protocoles d'action publiés le même jour à l'état-major interarmes et également transmis à l'Endels, à leur directeur de la CIA. Donc le NSAM 55-57, le document est dans le livre, qui plaçait les opérations sous le contrôle de l'état-major interarmes. Selon le colonel Fletcher Robert Prouty, c'est le monsieur X du film d'Oliver Stone, JFK. Hein, ils étaient les principaux moyens de Kennedy pour avoir un contrôle sur les opérations secrètes de la CIA. Par conséquent, le mémorandum du 28 juin 61, l'Executive Order 10-920 et le NSAM 55-57, révèle qu'une lutte de pouvoir se passait sous contrôle des opérations, pour le contrôle des opérations et des activités de renseignement au sein même de l'administration américaine, entre le président et la CIA. Kennedy le faisait dans le but de faire cesser les activités clandestines auxquelles se livrait la CIA, alors que cette dernière ne cherchait qu'à garder son pouvoir et ses prérogatives. Enfin, en fait, derrière la CIA, il faut voir la mécanique que j'ai abordée tout le long de direct. Hein, parce que la CIA, on dit la CIA, qui c'est la CIA? En fait, la CIA, c'est une mécanique qui est dédiée à des élites, si vous voulez. Hein. Voilà. Alors, parfois, c'est comme le FBI, toutes les personnes qui travaillent au sein de ces agences ne sont pas alignées sur le même prisme. On voit bien avec l'agent Don Adams du FBI, quand il travaille sur l'assassinat de Kennedy, ce n'est pas du tout la même mentalité que les gens comme Hoover. Hein. Et vous avez pareil dans la CIA des gens qui faisaient le travail et qui suivaient les ordres de Kennedy. Mais le gros de la mécanique de l'État profond, c'est la déviation de ces organismes gouvernementaux par des intérêts privés très puissants et établis depuis longtemps. Voilà. Donc derrière les activités cachées donc, de la CIA se cachent de nombreuses personnes qui ont contribué à la mise en œuvre de l'assassinat du 22 novembre 1963. Troisième raison, il voulait taxer les compagnies pétrolières. Kennedy voulait taxer les profits des compagnies pétrolières américaines à l'étranger. Les ventes de pétrole à l'étranger étaient, et ce par une loi datant du début du siècle, exonérées d'impôts sur leurs profits à l'étranger. Kennedy voulait les taxer à 15%. Et les grandes compagnies pétrolières y ont vu une véritable déclaration de guerre de la part du président et voulaient bien sûr empêcher ça par tous les moyens. Il faut signaler aussi que plusieurs pétroliers avaient aussi une participation dans les entreprises de fabrication d'armement. Ils avaient donc aussi un lien étroit avec le complexe militaro-industriel. Pour ceux qui disent que le pétrole a les grosses... parce que le complexe du pétrole, les États-Unis et l'Angleterre, c'est une pieuvre. Hein, faut pas, et ils sont liés au complexe militaro-industriel. Et ça joue aussi avec l'Europe et les assassinats hein, dans cette histoire-là. Hein. C'est pour ça que j'ai mis en relation. Et c'est pour ça qu'on parle de tous les types du pétrole au Texas, à Dallas, qui se sont réunis et qui étaient impliqués dans la planification de l'assassinat.
Alors, une autre raison, c'est qu'il voulait redonner au gouvernement américain la liberté d'action sur sa monnaie. La plupart des gens savent que le rôle de la banque, la Fed, hein, est de fabriquer du dollar, la monnaie américaine. Mais la Réserve fédérale n'a de fédéral que le nom, en fait. C'est un organisme privé. Et en fait, c'est contraire à la Constitution des États-Unis qui dit que c'est le gouvernement qui est censé créer l'argent. C'est le 16e amendement qui, et à son tour, cet argent devrait être adossé et indexé sur le standard or ou de l'argent. Et Kennedy voulait mettre fin donc à ce système bancal. Hein. Donc, il voulait mettre en place la possibilité de créer gratuitement pour le gouvernement de la monnaie sans devoir payer des intérêts, qui seraient soutenus par une valeur. Et donc, contrairement à la monnaie fabriquée par la Réserve fédérale, qui n'était plus soutenue par une indexation sur l'or ou l'argent, hein, depuis que la loi de Roosevelt, après la crise de 29, qui interdit aux Américains de détenir de l'or sous peine d'amende ou de prison. Donc, il voulait payer la dette des États-Unis de cette façon. Bien sûr, ce fut une chose très dangereuse pour lui de vouloir mettre fin à la puissance et au pouvoir des banquiers internationaux et leur emprise sur le gouvernement américain. On peut dire que ce fut certainement même plus dangereux pour lui que de vouloir détruire la CIA. Donc, Kennedy avait signé l'Executive Order 1110, ou 11110, le 4 juin 63, 5 mois seulement avant son assassinat. Ce décret renvoyait le pouvoir d'émettre de la monnaie au gouvernement sans devoir passer par la Fed. Kennedy avait donné au Trésor l'autorisation de délivrer des certificats d'argent contre des lingots d'argent ou des dollars d'argent pris dans le Trésor. Cela signifiait que la fabrication de la monnaie par le gouvernement était garantie et que pour chaque once d'argent dans le Trésor des États-Unis existerait une monnaie en contrepartie qui serait mise en circulation. Donc, en signant l'Executive Order 11110, Kennedy s'imaginait sans doute pas qu'il signait son arrêt de mort, en fait. L'une des premières décisions de Lyndon B. Johnson après sa prise de pouvoir sera de faire annuler ce décret et de faire retirer progressivement la coupure de 5 $ qui était échangeable en or que Kennedy avait commencé à mettre en circulation. La première coupure de billets qui n'était pas fabriquée par la Fed, mais bien par le gouvernement américain. Je rappelle qu'en France, on a le même problème de soumission à la dette rothschildienne quelque part et à la dette privée. Chose qu'en général, les nationalistes essaient de remettre en cause par le fait que le gouvernement reprenne le contrôle sur la monnaie. Parce qu'aujourd'hui, la France court après le remboursement de la dette, des intérêts d'emprunt qui s'accumulent. D'où le Pompidou, homme des Rothschild, Macron, homme des Rothschild. Vous voyez, voilà, il faut comprendre la mécanique. C'est la même chose dont on parle là. Voilà. Et donc, c'est les mêmes derrière. Vous voyez, il faut tout mettre en adéquation. Bon, la cinquième raison, on l'a déjà abordée, c'est que Johnson avait beaucoup de choses à se reprocher. Bon, je peux revenir dessus. Parmi les hommes politiques proches de Kennedy, puisqu'ils étaient comme lui démocrates, il faut savoir que même s'il y a officiellement 2 partis uniques aux États-Unis, à l'intérieur de ces mêmes partis, il y a 2 franges pour le Parti démocrate. L'une est libérale, comme Kennedy, et l'autre est conservatrice. Voilà. Kennedy était le chef de file de la branche libérale. Il voulait plus de droits pour les minorités, il voulait faire payer des impôts aux riches, alors que Johnson, c'était le chef de file de la branche conservatrice. En fait, on pourrait dire quasiment extrémiste. Même si on peut se demander si Johnson en avait quelque chose à faire de l'extrême droite. C'est un opportuniste qui pensait à l'argent surtout, mais il s'était encastré là-dedans. Johnson nourrissait une forte rancune envers Kennedy de ne pas avoir été choisi lors des primaires pour être candidat à la présidence. Voilà. Et on pense que les services israéliens ont joué un rôle pour placer Lyndon B. Johnson avec Kennedy dans le duo entre président et vice-président pour les élections présidentielles. Voilà. Sachant que Lyndon Johnson était financé par le milliardaire Haroldson Lafayette Hunt, qui était aussi financier de la John Birch Society et du Ku Klux Klan. Voilà. Après, peut-être que Johnson était un type d'extrême droite. Mais vous savez, en politique, c'est surtout de l'opportunisme. Voilà. Certains disent qu'il était juif, Lyndon B. Johnson. C'est une possibilité. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ce que je sais, c'est que les millionnaires ou les milliardaires au Texas sont des gens extrêmement violents. C'est-à-dire des gens qui se croient au-dessus de
partout et qui sont extrêmement violents. C'est pour vous dire un peu l'ambiance un peu de la zone concernée par l'assassinat. Voilà. Et de cadrer Lyndon B. Johnson là-dedans. Voilà. De plus, par les enquêtes menées par Robert Kennedy, alors ministre de la Justice, Kennedy savait que Johnson avait trempé dans plusieurs affaires de corruption, de financement occulte, par l'argent provenant de la mafia et des compagnies pétrolières. C'est pour ça que je vous dis que Jack Ruby et Lyndon B. Johnson se connaissaient, étaient dans les mêmes cercles. Ça a été confirmé par la maîtresse de Madeleine Duncan Brown, la maîtresse de Lyndon B. Johnson. Voilà. Et ça explique aussi la connivence entre les compagnies pétrolières et Lyndon B. Johnson, parce qu'il y a effectivement des affaires de corruption, de financement occulte qui les rejoint dans les campagnes électorales de Johnson. Et il a fait supprimer plusieurs de ses adversaires politiques durant les années précédentes. Et Kennedy avait même déclaré à la presse qu'il souhaitait que l'enquête suive son cours et aboutisse, quel qu'en soit le résultat. Donc Johnson, en fait, dès le début de 1964, il risquait de passer en justice et il aurait pu être condamné à plusieurs années de prison et peut-être même à la prison à vie. Et Johnson savait que Kennedy était au courant parce que Hoover, en fait, faisait écouter Kennedy et son frère. Voilà. D'ailleurs, Kennedy avait prévu de remplacer Hoover à la tête du FBI. Et donc, en fait, Hoover, même s'il était tenu par la mafia juive, parce que c'était un gay et qui avait des photos compromettantes que Meyer Lansky détenait, entre autres, en fait, Johnson et Hoover avaient un intérêt commun, parce qu'ils allaient tous les deux, l'un allait finir en prison et Hoover allait dégager. Voilà. Et donc, une fois président, Johnson va nommer Hoover directeur du FBI à vie. Voilà. Sixième raison, Kennedy avait prévu de faire des révélations. On ne saura peut-être jamais exactement ce qu'il a décidé de dévoiler au peuple américain, mais on sait par des confidences à des proches qu'il avait prévu de faire des révélations importantes. Voilà. Donc, pour ses adversaires, en fait, Kennedy était devenu une personne impossible à contrôler qui voulait assumer sa présidence avec une totale indépendance. Voilà. Dès le début de son mandat, Kennedy se verra raconter dans sa politique et ses décisions et s'est constitué autour de lui en fait une concurrence d'intérêts entre tous ceux que ses décisions politiques gênaient. Voilà. Kennedy avait compris que le complexe militaro-industriel, celui-là même contre lequel avait prévenu Eisenhower en 1954 quand il a fait son discours, allié au système de renseignement américain, la CIA représentait en fait un État dans l'État et avait un élan de pouvoir. Il voulait mettre fin à la nuisance et aux actions de cette engeance. Alors que les présidents précédents avaient préféré suivre le mouvement et marcher dans la combine, pourrait-on dire, Kennedy n'entendait pas de cette oreille et voulait assumer son rôle de président en dehors de l'influence de ces groupes de pression. Ce seront ces groupes de nombreuses personnes qui, de par leur influence, leur position clé et leur responsabilité, ont pu contribuer à la mise en œuvre de l'assassinat du 22 novembre 1963. Donc ça s'ajoute à tout ce qu'on a dit au départ, et ça le corrobore. Voilà. Cela constitue un coup d'État organisé par plusieurs personnes de l'administration du gouvernement, des autorités militaires et de l'organisme de l'appareil du renseignement. En réunissant leurs forces, ils disposaient de suffisamment de moyens, tant humains que techniques, pour réussir leurs objectifs. Et il faut bien dire qu'ils y trouvaient tous leur compte. Mais ce n'était pas seulement supprimer un président, l'objectif c'était aussi d'assurer un changement de pouvoir afin de pouvoir prolonger, si vous voulez, la mécanique et le pouvoir occulte, ce troisième pouvoir à l'intérieur du gouvernement des États-Unis. Là, je lis le passage du livre, mais il ne faut pas oublier tout ce qui a été dit avant, le passage sur Israël et tout ça, bien sûr. En tout cas, les présidents suivants ont compris le message, étant donné qu'ils ont tellement craint de finir comme Kennedy que depuis les années 60, plus aucun d'entre eux ne tenta de s'opposer à la Banque fédérale, ni à la CIA, ni au complexe militaro-industriel, ni même à la remise en cause, effectivement, du projet du Grand Israël. Lors de l'occupation française, l'Indochine était constituée de 4 protectorats et de 1 colonie. Le territoire que l'on appela par la suite le Vietnam pendant la guerre de 62 à 75 était en fait composé de provinces de l'Annam, du Vietnam et du Tonkin, représentant une superficie 3 fois moins étendue que celle sur laquelle se battront les Français pendant la guerre d'Indochine, 46-54. Voilà. Alors après,
Résumé du golfe du Tonkin, pour revenir dessus, ces 3 bateaux vietnamiens du Nord avaient tiré des torpilles sur le destroyer Maddox. Les artilleurs Maddox et les avions du porte-avions Ticonderoga ont riposté en dommageant sérieusement 2 des navires et en coulant le 3e. Bon, le premier acte de Lyndon B. Johnson, une fois président, après avoir prêté serment dans Air Force One, a été de remettre en vigueur le Federal Reserve Act que Kennedy avait révoqué et de faire payer le milliard de dollars pour pouvoir racheter la clause de cette loi pour pouvoir la modifier. On regardera les présidents de la Fed comme Bernanke, comme Greenspan, comme la nénette, là, sous Biden, là. C'est tous juifs, hein. Bon. De manière récente. Trump a essayé un peu de changer un peu ça. D'ailleurs, ils sont en train de... Je ne sais pas quel est le rapport de Trump à la Fed, mais il a visiblement essayé le mec, quand même, il a placé un type qui est connu pour être impliqué dans le lobby homosexuel à la tête de la Fed, mais du moins est-il ou protestant ou anglo-saxon et pas juif, ce qui tranche avec les décisions des précédents présidents au point de vue de qui a dirigé la Fed. Bon. Là, on a quand même fait une grosse partie. Ouais. Est-ce qu'il y a des commentaires? Parce que moi, je ne regarde pas. Kazé, l'histoire de Chevaline. Oui, c'est possible. Mais j'ai la vidéo sur Chevaline, elle est présente sur ma chaîne, je crois. Donc, il suffit d'aller sur la chaîne. Je vais pas, en fait, sinon, je vais répéter en fait la même chose. L'histoire de Chevaline, c'est un type qui travaillait dans le nucléaire au point de vue de l'Irak et qui jouait sur les 2 tableaux avec la Russie et l'Occident. Et les Occidentaux l'ont assassiné en France en passant par des agents notamment sur place. Et ça a résulté de prendre la France pour une aire de jeu de règlement de compte, avec effectivement une famille abattue et un cycliste français qui passait par là abattu. Et une enquête totalement bidon avec un militaire anglais à la retraite que parce qu'il a dit qu'il n'avait rien à voir avec ça, on l'a laissé partir sans lui demander quoi que ce soit. Voilà, comme quoi les services français, je veux dire, voilà, dans la mécanique de règlement de compte, parce que c'est la même chose finalement, hein, des services secrets, des trucs comme ça, il ne faut pas compter sur la police française pour faire son boulot. Il y a des choses prioritaires visiblement pour eux qui passent devant tout. Mais de travailler sur l'assassinat de Kennedy, ça permet de mieux comprendre les affaires comme Chevaline, parce qu'en fait, quand vous avez la mécanique et les réseaux, en fait, vous comprenez l'histoire de Skripal, l'histoire de Navalny, l'histoire de Chevaline. C'est toujours la même chose, hein. C'est les mêmes réseaux, la même façon de travailler. C'est juste que ça s'est transmué. C'est-à-dire que dans les années 60, vous aviez le gladio anticommuniste. À la chute de l'URSS, ça s'est transmué en filière de djihadistes et le conflit ensuite a été déporté dans cette guerre au terrorisme de l'ère George Bush sur dans les pays arabes, si vous voulez. Voilà. Donc, on en arrive à l'affaire de Chevaline, où un type qui travaillait dans le nucléaire a donné des informations et joué sur 2 tableaux avec la Russie, et du coup, il a été liquidé avec sa famille en France par des services anglo-saxons, avec la couverture des Français, quoi. Et voilà. Et les civils, au milieu de ça, ils comptent pour du beurre. Voilà, il faut bien comprendre. Bon, il reste une partie, qui est la partie 15, qui est l'assassinat de JFK, de Gaulle et mai 68. Je la réserve peut-être pour... En fait, c'est replacer ça dans... et le mettre en contexte avec Woodstock et mai 68, pour voir comment, si vous voulez, la société post-JFK et de Gaulle
comment les sociétés américaines et françaises, parce qu'il y a un parallèle entre la Révolution française et la guerre d'indépendance américaine, hein, avec l'Angleterre, comment les sociétés, après l'ère de JFK et de Gaulle, ont, par les mouvements de mode, par mai 68 et par Woodstock, ont été, si vous voulez, transformées, réassimilées dans une poursuite par le côté de gauche malsain, à reprendre, si vous voulez, la même mécanique, mais par la gauche, avec l'hypocrisie de se prétendre anti-système, si vous voulez. Voilà. C'est ce qui permettra de comprendre comment on va arriver à, euh, en passant par Sarkozy, Hollande, à Macron, et comment aux États-Unis on va arriver à Obama puis Biden, si vous voulez. Voilà, c'est l'articulation pour comprendre pourquoi le plan, alors que ceux qui se prétendaient contre la guerre du Vietnam et contre l'extrême droite, sioniste des époques concernées, si vous voulez, comment ça se fait que l'extrême gauche a repris exactement le même plan d'une autre manière. On peut le dire, pourquoi à un moment donné Bush va faire la guerre à Saddam Hussein, Bush le père, et pourquoi finalement Clinton, lui, va dire qu'il n'est pas, il est contre les républicains, mais il va faire un embargo qui est contre l'Irak. Est-ce que j'ai dit l'Ukraine? Non. Pourquoi Bush le père va faire la guerre du Golfe à Saddam Hussein, et pourquoi Clinton, qui prétend être différent, en fait, va poursuivre la même chose en faisant un embargo, et avec l'histoire de Madeleine Albright et des millions de morts qui ont suivi, 500 000 personnes qui sont mortes de la misère qui a suivi, si vous voulez, l'embargo américain. L'espèce d'escroquerie pétrole contre nourriture de l'époque de Madeleine Albright. Parce que c'est effectivement Obama, Biden, tout ça, ça va avec les Clinton. Hein. C'est l'ère des Clinton qui aboutit là-dessus. Et donc, de comprendre Woodstock mai 68 au point de vue des mouvements de mode et de contrôle des populations, ça permet de comprendre comment on a dévié, si vous voulez, de cette époque de Gaulle et de JFK, qui était plutôt à remettre en cause ce programme nucléaire israélien, comment on est arrivé à des gauchistes qui, finalement, dans le mondialisme, ont totalement appuyé de manière zélée ce délire. Donc, mais je le ferai dans la prochaine fois. Voilà, je ne vais pas faire tout d'un coup. Là, ça suffit pour ce direct-là. J'en ferai un autre pour terminer la prochaine fois.